Euh, Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue pour cette conférence. Je suis Florian Métral, le chargé de programmation du Festival de l'Histoire de l'Art, et on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Oriane Beaufils, qui est conservatrice au château de Fontainebleau, en charge des peintures. On est plutôt en fait très heureux qu'elle nous accueille parce qu'elle est en fait ici chez elle depuis 5 ans maintenant. Oriane, parmi ses publications, a notamment coédité un volume, L'art de la fête à la cour des Valois, qui a été publié cette année pour une exposition qui aura lieu l'an prochain. Voilà, qu'on a tous très hâte de découvrir. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'un sujet passionnant sur un décor encore trop peu méconnu, qui est l'appartement des bains du château de Fontainebleau, où vous allez, je pense, apprendre beaucoup de choses et découvrir aussi une histoire passionnante sur ce lieu un petit peu mythique du château. On te remercie, Oriane, de ta présence. Bonjour à tous. Alors, d'habitude, je présente en ces lieux la Galerie François Ier, la salle de bal, la chambre de la Duchesse d'Étampes, bref, des lieux qui sont là, que les visiteurs forcément fidèles de Fontainebleau que vous êtes connaissent. Et c'est sans doute un peu plus facile. Aujourd'hui, il va vous falloir peut-être un peu plus d'imagination, mais 10 heures, c'est l'heure du bain le dimanche, donc je pense que vous vous sentirez à l'aise dans cette petite histoire. Alors, je voudrais commencer par une phrase de Charles Terrasse, éminent conservateur du château de Fontainebleau, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il écrit une biographie de François Ier, alors que les Allemands habitent au château de Fontainebleau, eh bien, écrit cette phrase « Avec quel regret l'on songe au bain du roi ». À coup sûr, les appartements les plus originaux du château. Donc on peut l'imaginer dans ces longues nuits à empêcher les Allemands de prendre des fauteuils dans le salon Louis XV ou de pêcher des carpes dans l'étang, se remémorer la beauté des décors conçus par François Ier ici, et notamment ceux de l'appartement des bains. Alors Fontainebleau, c'est le royaume des eaux. Le château existe depuis le Moyen-Âge et François Ier va le rénover, ça fait une sorte de grande rénovation de François Ier, en grande partie également parce que c'est un château qui est entouré par la forêt giboyeuse dans laquelle il aime chasser, mais aussi par les eaux puisqu'il va récupérer, si je puis dire, cet étang, l'étang aux carpes devant lequel on aime tant à se délasser et qui va constituer finalement le premier lieu d'imagination de bain du château de Fontainebleau. Il n'y a qu'à regarder le cartouche sous la Vénus frustrée dans la galerie François Ier, sur lequel on peut voir dans l'étang aux carpes un ensemble de baigneurs déconfinés qui prennent plaisir aux eaux de Fontainebleau. Les eaux de Fontainebleau, ce sont certes les eaux de l'étang, mais ce sont aussi ce que Gaston Bachelard a appelé dans L'eau et les rêves les eaux amoureuses. L'imaginaire de l'eau et l'imaginaire de la beauté, de l'érotisme sont étroitement liés. En effet, sur le dessin que vous voyez à l'écran, une copie d'un dessin de Primatis, eh bien, on voit François Ier dans la forêt de Fontainebleau, arrivant par hasard devant la nymphe de Fontainebleau, cette figure féminine mythique qui nous poursuit lorsqu'on se promène dans les couloirs du château. Donc on voit le roi François Ier, on le repère, il fait 2 mètres, c'est assez pratique pour le repérer sur un dessin. Et on voit une jolie nymphe alanguie, la main posée sur une jarre, c'est l'eau de la source qui s'écoule. Et puis on distingue également le chien Bliot qui appartient au mythe et qui aurait participé à la découverte de cette nymphe de Fontainebleau. Et la nymphe de Fontainebleau, eh bien, ensuite, elle va nourrir l'imaginaire des décors. On la retrouve chez tous les artistes qui vont travailler ici, chez Rousseau d'abord. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se tramait derrière cette estampe qui est tirée d'un dessin de Rousseau, mais on sait par le texte écrit en dessous qu'il s'agit d'une sculpture, peut-être la sculpture qui sera réalisée par Benvenuto Cellini en 1542. Toujours est-il que vous avez dans ce décor superbe de stucs, sur lequel vous ne manquez pas de reconnaître les stucs de la Danaé, eh bien, toujours cette femme offerte au regard, assise, la main posée sur la source, accompagnée de son chien. On la retrouve chez Cellini avec cet extraordinaire relief monumental, aujourd'hui conservé au musée du Louvre et qui devait être placé devant la porte du château de Fontainebleau, c'est-à-dire sur la porte dorée. Sur cette porte dorée, on était censé
posée cette grande nymphe en bronze, Benvenuto Cellini. Vous revoyez encore la monumentalité de ce corps féminin, ces jambes absolument interminables qui s'étendent dans la lunette, et puis les attributs de la chasse qui sont autour d'elle. Alors la photo ne permet sans doute pas de le voir suffisamment bien, mais la caractérisation des chiens sur la droite, des sangliers sur la gauche et de l'extraordinaire tête de cerf en haut montre encore à quel point cette femme de l'eau, dont vous voyez les volutes de l'eau sous elle, cette femme de l'eau de la forêt, est une femme de Fontainebleau. Et puis dans les décors du château, finalement, on la retrouve à maints endroits. Il y a la Vénus dite frustrée de Pipanovski dans la galerie François Ier, au plus près de la chambre du roi, que l'on voit avec son collier et en turbané descendre dans un bassin en marchement qui, comme on va le voir, n'est pas forcément très éloigné de celui qui existait à Fontainebleau. Et puis, à côté, la Danaé, qui est un petit peu plus loin dans la galerie, qui adopte la même pose que la nymphe sur l'estampes d'après Rosso, que la nymphe de Cellini, et qui est toujours à la fois avec cet air un peu fier et conquérant de la femme de Fontainebleau, qui s'identifie, nous allons le voir bien souvent, tantôt avec Vénus, tantôt avec Diane. Mais alors, pourquoi des bains? Alors, on a beaucoup réfléchi à cette... et il y a eu beaucoup d'études sur la présence de bains dans les palais, dans les châteaux, que ce soit en France ou en Italie. On le sait, Fontainebleau, c'est l'enclave italienne à la cour de France. C'est après la défaite de Pavie de 1525 que François Ier va, après la fin de sa captivité, élire résidence plutôt en Île-de-France et qu'il va renoncer quelque part à la conquête de l'Italie par les armes pour la conquérir par les arts. Alors il va inviter de nombreux artistes à sa cour, des artistes italiens, qui vont apporter avec eux, bien sûr, le style des grands maîtres qu'ils ont connus avant. On va le voir, Raphaël, Giulio Romano, puis Michelangelo. Et puis également des habitudes, des coutumes, des façons de faire que ces artistes ont pu voir dans les cours dans lesquels ils ont travaillé. Alors en France, on peut trouver dans certains châteaux contemporains ou un petit peu avant des bains. C'est le cas pour les ducs de Bourgogne qui ont un petit complexe de bains dans leur palais. C'est le cas également chez des contemporains de François Ier, que l'on pense à Duprat, à Nantouillet, que l'on ne pense plus malheureusement au connétable de Montmorency à Écouen, mais toujours est-il qu'il s'est fait construire un pavillon des bains dans le jardin du château de Chantilly. Donc on trouve des bains au XVIe siècle en France, mais ils sont d'assez petite dimension et ils sont tous postérieurs à ceux de François Ier à Fontainebleau. Donc d'où peuvent venir les influences? Sans doute d'Italie. En Italie, effectivement, l'image, l'idée des termes romains ne s'est jamais perdue. À la Renaissance, on redécouvre de nombreux complexes architecturaux de l'Antiquité, certains qui étaient absolument spectaculaires. On peut penser aux thermes d'Agrippa, une sorte d'aquaboulevard immense de l'Antiquité. Il y avait un nombre très très important de pièces qui avaient chacune une fonction propre. Et donc c'est une organisation très précise de ce que doit être un complexe de bains. Mais sans doute plus proche de François Ier et de ses artistes, eh bien, il y a ces petites stouffettes, les petits bains finalement privés, aristocratiques, que l'on trouve dans les résidences importantes des princes, des prélats italiens. Alors, le premier exemple que je vous donne, c'est cette franchement très mignonne fresque du Palazzo della Podestà à San Gimignano, où l'on voit derrière un baldaquin, derrière des rideaux, eh bien, un couple dans son étuffe, sa baignoire, et qui est en train de prendre son bain à deux, montrant déjà le caractère, on va dire... à deux, bref, activité de délassement qui peut être aussi bien seul qu'en couple, des bains. Mais là, nous sommes encore très tôt. Il faut sans doute aller un peu plus loin dans le temps et penser à trois exemples qui sans doute ont dû marquer les artistes italiens, ont dû marquer les artistes et qui ont eu une influence sur les décors de Fontainebleau. Le premier, c'est la petite stufetta du cardinal Bibbiena à Rome, au Vatican, réalisée à partir de 1516 par Raphaël et ses élèves. Alors la stufetta, c'est vraiment la mini stove. Et la stuffe, c'est l'étuve, et la stufetta, c'est la petite stuffa. Et donc c'est dans l'appartement de ce cardinal, très proche de la curie romaine, construit pour lui au palais du Vatican. Donc vous voyez quand même que c'est pas construit n'importe où.
à partir de 1513, lorsqu'il est nommé cardinal de Santa Maria in Portico. Donc c'est un membre influent, il est au plus près des appartements du pape Léon X. Et dans cette petite stufetta, construite autour de 1516 et décorée autour de 1516, eh bien, on trouve un décor qui est particulièrement proche des grandes découvertes de décors romains de la Renaissance, c'est-à-dire la Domus Aurea de Néron, avec ce décor qu'on va appeler de grotesque. Alors ce mot de grotesque, c'est un mot qu'on va retrouver par la suite sans cesse au château de Fontainebleau, un petit peu dans les bains, mais surtout dans d'autres décors, notamment la grande galerie du Lys ou encore la grotte des Pins. Donc cette stufetta du cardinal Bibena, dites-vous que c'est une toute petite pièce, hein, ça fait environ 7 mètres carrés. Il y a une grande baignoire, des petites niches, et on peut imaginer qu'il y en a une qui pouvait recevoir une sculpture, et ce décor de grotesque avec ce fond rouge, vous trouvez des petites cornes d'abondance, ce rouge un peu pompéien, des petits poutis, des bucranes, enfin tout ce vocabulaire iconographique que l'on trouve dans l'Antiquité. Vous avez aussi quelques petites scènes iconographiques. Là, vous avez Vénus avec un petit poutot qui chevauche un dauphin. Et vous trouvez d'autres petites scènes de toilettes. Il y a par exemple une scène de barbier. Bon, je n'ai pas réussi à trouver le détail. Et donc, dans ces petites pièces très privées, eh bien, le cardinal pouvait rester là tranquillement à se prélasser. Un petit peu plus tard, au Castello Sant'Angelo, le château Saint-Ange, Clément VII, pape Médicis, pape suivant, eh bien, se fait également construire une petite stufetta. Alors, le château Saint-Ange, c'est une résidence papale depuis le XIVe siècle et redécorée véritablement pour les papes depuis le XVe siècle. Et puis, dans cette stufetta, eh bien, c'est à la fois un lieu de plaisir, de délassement, un peu à l'écart du palais du Vatican, mais aussi, et vous le savez, un lieu d'exil, puisque lorsque les troupes de Charles Quint vont arriver en 1527, c'est là que le pape va se réfugier. Donc vous le voyez, toujours le même vocabulaire, cette petite stufetta de Clément VII, avec des grotesques, une baignoire que l'on voit au fond, hein, creusée dans la pierre, et les fouilles archéologiques qui ont été menées là-bas ont pu découvrir les réseaux hydrauliques, la manière dont ça s'organise pour faire passer l'eau, pour pouvoir amener de l'eau dans ces endroits. Donc on sait que ce système fonctionnait vraiment. Et sur la droite, vous avez un petit détail. Vous avez Mars, l'amant de Vénus, qui est en train d'essayer de partir discrètement. Vénus qui se recoiffe peut-être après une belle nuit d'amour, et Vulcain, son mari, qui est juste sur le point de rentrer. Le timing semble donc parfait. Mars est parti, Vulcain arrive et Vénus est prête à accueillir son mari. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Autre complexe de bains de la Renaissance, alors attention, ne nous fions pas trop à l'image, ce sont les bains de Côme Ier de Médicis à Florence, au Palazzo Vecchio, qui sont réalisés dans la première moitié du XVIe siècle, mais qui ne seront décorés qu'un peu plus tard, dans les années 1560. Mais on retrouve à peu près le même style d'organisation, avec des petits grotesques, des scènes iconographiques qui prennent quand même un petit peu plus de place. Là, on est dans les années 1535. Qui prennent un petit peu plus de place, avec ces grands médaillons peints entourés du décor à grotesque. Alors on pourrait en citer d'autres à Rome, hein. On pourrait citer le Palazzo Baldassini, on pourrait citer les bains du cardinal Riario au palais de la Chancellerie, dont le décor a été attribué à Peruzzi. Et vous le voyez, tous ces bains, alors ceux de Florence et puis ceux de Rome, eh bien, ce sont des bains de petite taille avec une seule pièce. Si l'on va un peu plus on est un peu plus haut, en Italie, on se retrouve à Parme, et là on a sans doute l'un des modèles ou l'une des sources d'inspiration les plus intéressantes pour les bains de Fontainebleau. Ce sont les bains de Fontanellato, la petite stufetta de Fontanellato pour Galeazzo San Vitale. Donc c'est une petite pièce un peu plus grande, hein, qui fait presque 15 mètres carrés, qui est dans la Rocca, donc cette sorte de petit château de Fontanellato, tout près de Parme, et dont le décor a été réalisé par Parmigianino, Francesco Mazzola, dit donc le Parmesan. Alors là, le décor, ce n'est plus du tout la même chose. On a quitté le monde des grotesques et finalement de l'ornement pur pour avoir quelque chose de davantage performatif, c'est-à-dire qu'est-ce que vous représentez dans votre salle finalement des bains. Alors sans doute pas des troupes armées qui envahissent une ville, sans doute pas une crucifixion et une résurrection. Quels sont les thèmes, quelles sources pourrait-on utiliser pour décorer une salle de bain pour qu'il y ait ce caractère performatif, c'est-à-dire une fusion entre ce qui se passe dans la salle et ce qui se passe sur les murs. Quels sont les grands bains
mythologiques finalement. Eh bien, le plus célèbre d'entre eux, c'est sans doute le bain de Diane. Parce que dans les Métamorphoses d'Ovide, le bain de Diane est l'objet de plusieurs contes, de plusieurs histoires, montrant à quel point ce bain est quelque chose de pur et presque de sacré. Lorsque l'on pense au mythe de Diane et Actéon, que Klossowski a étudié dans son ouvrage Le bain de Diane, eh bien, on voit bien à quel point le fait de découvrir le corps de la déesse Diane nue est une sorte de viol, une sorte de drame sacré, et le sort qui sera réservé à Actéon sera terrible. Donc, je vous le rappelle, dans les Métamorphoses d'Ovide, Diane prend son bain avec ses nymphes. C'est ce que vous voyez sur cette image. Vous voyez Diane couronnée par la lune, le croissant de lune qui semble en fait être presque un croissant de lune dans le ciel. Et vous avez à côté sur la droite ces nymphes qui batifolent, si je puis dire, dans l'eau. Et vous avez de l'autre côté cet homme avec une tête de cerf. Pourquoi a-t-il une tête de cerf ? Eh bien parce qu'Actéon, qui passait par là, chassant, aperçoit Diane et ses nymphes au bain. Évidemment, on ne peut pas lui en vouloir, voyant un groupe de magnifiques jeunes femmes se prélassant dans l'eau. Son œil ne peut s'empêcher de se livrer à une forme de concupiscence. Il les observe, mais il est repéré par Diane. Et à ce moment-là, Diane va finalement, alors on le voit sur les tableaux de Titien, va le punir de ce viol visuel, et il va être transformé en cerf. Donc peu à peu, et le texte des Métamorphoses d'Ovide est très angoissant, on voit que d'un seul coup, ses mains se transforment en pattes, il sent des cornes de cerf lui pousser, et puis il essaye de parler à ses chiens, mais ses chiens ne le reconnaissent plus, et il finit dévoré par ses chiens. Oui, c'est un peu, à la période de MeToo, c'est un mythe qui résonne forcément assez facilement, la punition des hommes qui ne savent pas regarder ailleurs. Bon, un petit peu sévère pour ce pauvre Actéon. Toujours est-il que ce mythe a beaucoup servi à la Renaissance pour, à la fois, et c'est ça qui est amusant, exposer la transgression du regard d'Actéon, de ce regard masculin non désiré sur Diane, mais aussi, c'est un prétexte formidable pour les artistes pour montrer la beauté du corps féminin et révéler cette beauté du corps féminin à nous, les spectateurs, qui n'avons pas forcément plus le droit qu'Actéon de regarder le corps de Diane. Et ce concept, à la fois de la transgression et du corps de ces femmes offert au regard de ceux qui sont dans ces bains, eh bien, c'est un thème qui va être fondamental pour les bains de Fontainebleau auxquels j'arrive maintenant. Voici une autre vue de cette petite... Si vous avez l'occasion de passer par Parme, il faut aller à Fontanellato. Et puis le restaurant, pas très loin, presque en face de la Rocca, sont quasiment les meilleures pâtes d'Italie. Donc vraiment, c'est un conseil fiable. Et c'est un petit peu après la création de ces bains de Fontanellato, qui datent des années 20-30, qu'à Fontainebleau, dans les années 40, eh bien, François Ier va établir ces bains. Alors, il y a ce livre de Guillaume du Choul qui s'ébahit de la beauté des bains de Fontainebleau et qui dit, voilà, sire, vos bains sont faits par telle diligence et somptuosité. Bon, il y a peut-être un petit peu de flagornerie, ça a toujours existé. Qu'allez bien regarder, ils peuvent tenir la comparaison avec ceux d'Agrippe. Par quoi, quand je suis venue à considérer combien cela était beau pour le contentement de l'œil, etc., etc. Ce texte célèbre est celui qui a scellé la célébrité des bains de Fontainebleau. Alors, les bains de Fontainebleau. On sait que dès les années 30-35, sans doute autour de 34-35, on établit un appartement des bains en dessous de la galerie François Ier. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui, et on le verra à la fin de cette conférence. D'autres châteaux d'Île-de-France assez célèbres ont finalement piqué l'idée à Fontainebleau et à François Ier. Donc ce complexe de bains, il était en dessous de la galerie François Ier. Sans doute était-ce commode, puisqu'à la même époque, on décide d'installer les cuisines. Donc on peut imaginer qu'avec une gestion de bon père de famille, François Ier s'est dit que les conduits pour apporter l'eau, chauffer l'eau, c'était plus pratique de les faire à un seul endroit du château, donc de coordonner finalement l'approvisionnement en eau des cuisines et des bains. Alors ce complexe des bains, il est prêt et utilisable dès 1540. Il est probablement déjà prêt lorsque Charles Quint vient à Fontainebleau. On se souvient que tout est terminé en 4e vitesse à ce moment-là. Et on a plusieurs témoignages d'ambassadeurs ou d'envoyés qui, à Fontainebleau, découvrent les bains. Carlo Sacrati, l'ambassadeur du duc de Ferrare, le 18 juin 1540. Henry Wallop, l'ambassadeur d'Henri VIII, le 17 novembre 1540. Ou encore Niccolo Ardingella, envoyé extraordinaire du Vatican, 1er décembre 1541.
Cependant, pour ce qui est de la décoration de ces bains, nous n'avons aucune information avant les mentions dans les contes. Il y a 6 mentions à peu près, enfin, pas à peu près, il y a 6 mentions, entre 1541 et 1550. Donc il y a sans doute 2 phases. Une phase d'installation des bains, donc d'installation du complexe hydraulique et de la suite des pièces, comme on va le voir dans un instant, et une seconde phase de décoration, sans doute au moment où tout est à peu près installé. Voilà, petite image qui ne devrait pas se trouver là, avec la reconstitution qui avait été faite des thermes d'Agrippe, et puis pour vous montrer l'apoxioménos de Lysippe, extraordinaire sculpture antique, placée dans les bains, donc pour vous introduire à cette idée de mettre des œuvres d'art dans les bains. Et puis là encore, pour réfléchir au plan des bains de Fontainebleau que nous allons voir dans quelques secondes, eh bien, ce plan de Baldassare et Peruzzi, qui est en fait une sorte de plan de palais qui prend assise sur les bains d'Agrippe à Rome. Alors, venons-en au fait, que trouve-t-on dans les bains de Fontainebleau? Comment fonctionnent-ils? Eh bien, contrairement aux petites stouffettées que vous avez vues à Rome, à Florence, ou même à cette très belle salle au bain de Diane de Fontanellato, ici, c'est véritablement un spa. C'est le plus grand spa de la Renaissance, n'ayons pas peur de le dire. Il y a 7 pièces. Donc, il faut imaginer toute la longueur de la galerie François Ier, divisées en pièces qui ont chacune leur fonction propre, comme dans les termes de l'Antiquité. Donc on quitte la simple notion de prélassement dans une petite baignoire avec un joli décor de grotesque autour de Raphaël, qui est celle de Rome, pour quelque chose d'extrêmement fonctionnel. Alors, cette pièce, on pouvait y aller d'est en ouest, et chaque pièce avait donc son fonctionnement propre. Alors, je ne sais pas si quand je fais ça, vous voyez quelque chose ? Non, ce n'était déjà pas le cas vendredi, donc c'est normal. Les premières pièces, donc vous pouvez quand même sans doute lire les numéros, oui. La première pièce était sans doute, enfin était très probablement, une sorte de cabinet où on pouvait s'épiler, se laver, cabinet du barbier, une pièce d'usage de toilette, une pièce un peu cosmétique. La seconde pièce, c'est une forme de soudatorium, c'est-à-dire des étuves sèches avec de la vapeur d'eau, mais sèche, donc une étuve sèche. La troisième pièce, et vous le voyez sur ce plan qui est une reconstitution par Françoise Boudon et Jean Blécon, eh bien, dans cette troisième pièce, vous voyez que vous avez un bassin qui est au centre, un grand bassin à emmarchement. Donc là, ce sont véritablement les bains dans lesquels on pouvait entrer et on pouvait y être à plusieurs. On en parlera dans quelques instants. Et puis après, dans les pièces 4, 5 et 6, là, ce sont des pièces de repos, des pièces où vous êtes il y a des lits qui sont là, il y a des tables, donc ce sont des lieux de repos. Et la salle 6 va même être utilisée, c'est vraiment le comble, pour accueillir en 1600 une conférence avec Duplessis, Mornay, autour de conférences politiques, autour de la réflexion, autour des guerres de religion. Donc, vous voyez que dans les bains, finalement, les conférences politiques, c'est bon, voilà. Mon professeur de Cagnes disait de philosophie en Cagnes, disait qu'il lisait Kant dans son bain, d'autres règlent la politique du royaume dans leur bain. Et la 7e pièce, c'était un petit vestibule, et un vestibule qui pouvait mener directement à la galerie François Ier par un petit escalier à vis. Donc rappelons-nous que nous avons au rez-de-chaussée cet appartement des bains, au premier étage la galerie François Ier, et à l'étage supérieur la bibliothèque de François Ier. Topographiquement, vous êtes donc dans une forme d'élévation depuis le soin du corps jusqu'au soin de l'esprit. Et, non, c'est pas ça que je voulais faire, sur cette fresque de la Vénus frustrée que vous trouvez dans la galerie François Ier, eh bien, en fait, on peut lire un peu tout ça. Vous avez cette Vénus superbe qui entre dans son bain. Elle tâche de réveiller l'amour qui est endormi pour empêcher Mars de partir à la guerre. On le voit à ces autres poutis qui sont dans la partie supérieure de l'image, qui sonnent déjà clairons et trompettes et qui annoncent le départ de son amant pour la guerre. Elle est belle, pourtant Vénus, cette beauté de son corps ne peut-elle pas retenir le belliqueux amant? Une autre solution peut-être s'offre à elle, c'est celui du savoir, et vous le voyez sur la partie droite de l'image, tout en bas. Eh bien, vous avez un autre petit poutot qui, derrière une colonne, tente un livre. C'est ça, finalement, le fait d'établir des bains à Fontainebleau, c'est que la beauté du corps doit rejoindre la beauté de l'âme, et au centre de tout cela, il y a l'amour. Alors, venons-en au décor, et à ce qu'on trouve comme décor dans ces bains de Fontainebleau. Il y a 2 types de décors. Le premier, c'est un décor de fresques et de stucs, conçu par Primatis et son atelier, dans les 3 premières pièces. Pièces 1, 2 et 3. Et je vais vous détailler ce décor. Et dans les pièces suivantes, eh bien, vous avez finalement
la première pinacothèque d'Europe. Alors vous me direz que ce n'est pas extraordinaire pour la conservation préventive, mais effectivement une collection prodigieuse de peintures était exposée dans ces pièces de l'appartement des Bains pour offrir donc dans cet ensemble de pièces de repos, de plaisir, de délassement, eh bien, le plaisir ultime de la contemplation des œuvres d'art. Avoir la Joconde dans sa salle de bain, franchement, what else? Alors, comment était décoré cet appartement des Bains? Comment étaient décorées ces premières pièces? Alors, les pièces 1, 2 et 3, donc les pièces de bain, étaient décorées de fresques, de stucs et de lambris. Et 2 d'entre elles étaient véritablement ornées d'un grand décor stuqué. Alors, vous y trouviez l'histoire de Diane, mais surtout de Jupiter et de Callisto. Donc là encore, des métamorphoses d'Ovide qui, vous allez le voir, sont liées au bain. Donc dans cette pièce décorée, eh bien, vous trouviez une voûte surbaissée, éclairée par une fenêtre sur le mur nord et chauffée par une cheminée sur le mur sud. Donc aussi, tout le confort est organisé. Donc c'est véritablement une étuve, cette pièce du bain, la pièce où l'on prend son bain. Et les sources parlent d'ailleurs, dans les témoignages des contemporains, d'étuves à se laver, de baignerie des étuves, ou en anglais chez l'ambassadeur Wallop, de stove. Donc les murs sont décorés de fresques et de stucs tirés des métamorphoses d'Ovide, avec 5 grands épisodes qui sont représentés dans des lunettes. Alors, on n'a pas conservé tous les dessins préparatoires, on a parfois uniquement des estampes tirées d'après ces dessins, donc il faut reconstituer le décor. Donc tout ça, forcément, est toujours sujet un petit peu à caution, c'est toujours l'objet d'études. Ça a été étudié par Chantal Eschenfelder, par Dominique Cordelier, par Laure Fagnard pour l'histoire des collections. Donc tout ça reste toujours malheureusement un peu hypothétique tant qu'on n'aura pas décidé de détruire les petits appartements du château de Fontainebleau pour reconstruire les bains, mais je pense que déontologiquement ça ne pourra pas se faire. Donc, 5 scènes des métamorphoses d'Ovide, Jupiter sous la forme de Diane, amoureux de Callisto, le bain de Callisto, Callisto dont Diane découvre la grossesse et qui est donc chassé du cortège de Diane, la métamorphose de Callisto en ours et Jupiter plaçant Callisto parmi les astres. Donc, reprenons l'histoire du début. Callisto est donc une nymphe du cortège de Diane, pure et belle, et Jupiter s'en éprend. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, Leda, Danaé, Io, etc. Jupiter ne veut parvenir à ses fins, mais il n'y arrive pas. Donc comment faire pour séduire Callisto? Eh bien, il prend la forme de Diane. Il se transforme en Diane, donc il peut ainsi plus facilement approcher Callisto, devenir finalement ami avec elle et puis se rapprocher d'elle davantage jusqu'à s'unir à elle. Et vous le voyez sur cette estampe, vous avez le petit Cupidon qui est en train de tirer le trait de l'amour entre Jupiter, Diane et Callisto. Et Jupiter, déguisé en Diane, a le pied sur un masque, symbole de la duperie, de la tromperie. Quelque chose qu'on voit, par exemple, sur l'extraordinaire tableau de l'allégorie de l'amour, qui était ici à Fontainebleau, sous le règne de François Ier, et qui est maintenant à la National Gallery. On a tant de choses à récupérer, me direz-vous. Donc, symbole de la duperie, ce pied posé sur le masque. Et puis, qu'est-ce que vous apercevez derrière ce pouteau qui tire un trait? L'aigle de Jupiter. Pas fine, Callisto, elle aurait quand même pu s'en rendre compte, a l'air de nous dire le graveur. Donc Jupiter et Callisto s'unissent, mais vous le voyez, alors que quand on représente souvent l'union de Jupiter et Callisto, c'est davantage un chaste baiser entre un homme dont on perçoit encore la masculinité et une femme. Ici, vous avez véritablement 2 femmes. Je vous donne l'exemple du petit panneau de Schiavone qui est à la National Gallery à Londres. Bien là, quand même, sauf quand même étrangeté de la nature, telle qu'a pu les peindre Lavinia Fontana, Jupiter a beau porter une robe, on voit quand même une bonne barbe blanche qui évoque quand même une figure masculine. Alors que sur notre estampe, il n'en est rien. Véritablement, Jupiter est une femme. Et Callisto n'a pas l'air non plus de tellement le repousser. 2e épisode, Callisto prend son bain avec Diane et les autres nymphes. Et vous le voyez, au centre, vous avez Diane, on reconnaît le petit croissant sur sa tête, mais elle se rend compte de la grossesse de Callisto et de ce geste vengeur, vindicatif. Elle la chasse de son cortège. Ça, c'est un épisode vraiment très intéressant. C'est cette idée donc de l'impureté de Callisto dont on découvre qu'elle a été fécondée par Jupiter. Elle est chassée du bain et elle va avoir, on le voit sur la partie haute de ce dessin du British Museum, eh bien, elle cache
son corps, elle s'enfuit et elle est dans une attitude qui est presque celle finalement du péché originel. Et donc on revient à ce qu'on avait vu sur Diane et Actéon, c'est-à-dire le sorte de désacralisation totale du corps à partir du moment où il a été profané par le regard pour Actéon, profané par Jupiter dans les bains de Fontainebleau. Et à ce moment-là, eh bien, Callisto est chassé, vous le voyez. Et quand je vous disais qu'on n'est pas loin du péché originel, eh bien, on pense, quand on voit cette Callisto qui s'en va déconfite, honteuse du péché qu'elle n'a pourtant pas volontairement commis, on pense au dessin de Michel-Ange, un dessin qui était très probablement en France et très probablement à Fontainebleau à la Renaissance, Michel-Ange d'après Masaccio, d'après les fresques de la Cappella Brancacci de Santa Maria del Carmine à Florence. Et on pense aussi à cette éviction du paradis terrestre de Michel-Ange à la chapelle Sixtine à Rome. Or, au moment où Primatis entreprend la décoration des bains de Fontainebleau, il revient tout juste de Rome. Il faut imaginer, et on va en parler dans quelques minutes, ce qu'a pu être pour cet artiste la découverte des décors de Michel-Ange. Donc voilà, c'est cacher son intimité, ce bras, pour cacher également son corps et pour montrer la honte que l'on a d'avoir été profané. Profanation, donc, bain qui nous offre au regard la beauté des corps de Diane et de ses nymphes. Vous voyez, elles évoquent la Vénus de Cnide qui est juste à côté de vous. Quelle chance de pouvoir faire cette conférence devant la plus belle des femmes de Fontainebleau, que j'ai vraiment sous le projecteur. Ces corps féminins qui sont vraiment exposés aux yeux du visiteur ou de l'habitant des bains de Fontainebleau, et pourtant ce corps beau mais finalement honteux puisqu'il a été profané, puisque Callisto est viré du cortège de Diane. Vous voyez ici deux peintures de l'histoire de Diane et Callisto, assez formidables également, qui représentent donc Callisto, vous voyez, qui tombe dans les pommes après avoir été rejeté par Diane, deux peintures faites par Titien pour Philippe II d'Espagne. Suite de l'histoire, donc Callisto se retrouve errante vu qu'elle a été rejetée du cortège de Diane, et elle est évidemment, parce qu'un mâle amène l'autre, poursuivie par Junon, l'épouse de Jupiter, folle de jalousie avec son mari, est encore été courir la nymphe, si je puis dire. Pour sauver finalement Callisto d'un destin absolument funeste, eh bien, elle va être transformée en ours. Et vous voyez en bas à droite la petite ours qui va être finalement la seule solution pour que Callisto ne soit pas malmenée plus avant par Junon, comme on le voit au premier plan. Le problème, c'est que vient au monde le fils de Jupiter et de Callisto, Arcas. Et Arcas est un chasseur, il chasse dans les montagnes. Et il va finalement chasser l'ours et il va être sur le point de tuer sa mère. C'est ce que vous voyez dans l'angle gauche. Vous avez le chasseur Arcas sur le point de tirer sur cet adorable petit ours qui est en train de dire « Mais non, non, pas moi, je suis ta mère », comme on dit non, pas dans Star Wars, mais à Fontainebleau. Et finalement, Jupiter va être clément et va décider de placer Callisto parmi les astres, et ce sera la grande ours. Et c'est sur cette scène ici. Alors, la qualité de l'image n'est pas extraordinaire, mais on voit tout en haut de l'image une petite ours. C'est Jupiter qui a placé Callisto parmi les astres. Donc, très belle histoire aussi du lien donc, entre l'eau et le ciel. Et c'est finalement exactement la même histoire que l'on trouve dans la topographie Bellifontaine, finalement. C'est le bain, l'eau, Callisto, nymphe de Diane, qui finalement va être élevé parmi les étoiles, comme notre esprit s'élève depuis ses plaisirs du bain et du corps dans les bains de Fontainebleau, jusqu'à la contemplation du savoir, des idées, de la pensée, dans la bibliothèque de Fontainebleau qui se situe au 2e étage. Alors, cette typologie de décoration de Fontainebleau, comment vient-elle à Primatis ? Primatis, ici, il a quand même des fonctions qui ne sont pas toujours évidentes, que ce soit dans l'appartement des bains ou plus tard dans la salle de bal. Il faut occuper des portions de murs qui ne sont pas toujours très simples à occuper, mais pour ça, il a appris auprès du meilleur maître qui soit, le plus grand décorateur, sans doute, du XVIe siècle après la mort de Raphaël, Giulio Romano, avec qui il travaille au Palazzo T à Mantoue de 1524 à 1527. Et dans la salle de Psyché, j'aurais dû vous mettre une vue générale de la salle de Psyché, bien le décor est entièrement fait avec des lunettes qui racontent plusieurs épisodes de la scène de Psyché. Là, vous avez un dessin du Louvre et un dessin de Chantilly montrant Psyché réveillée par l'amour et Psyché
et le vase de beauté devant Proserpine. Donc ce fonctionnement en lunettes vient peut-être aussi de son travail au palais du Thé. Donc, en dehors de cette salle des bains, la salle suivante, eh bien, se trouvaient probablement d'autres décors. Alors, assez difficile de savoir, pour les autres dessins que nous conservons des bains, exactement dans quelle pièce ils étaient. Donc là, on entre dans des eaux un peu floues. Mais il y avait très probablement une représentation du bain de Mars et Vénus. Alors le bain de Mars et Vénus, dans les sources, on ne trouve quasiment rien à son sujet. Et le seul précédent iconographique au bain de Mars et Vénus, c'est celui du Palais du Thé à Mantoue, le petit Camaron, une petite pièce avec un décor absolument époustouflant, Mantoue aussi, on mange très bien, représentant Mars et Vénus dans un bain, assistés par les Poutis, les armes de Mars posées, l'air de dire avec l'amour et le plaisir du corps, on peut aussi oublier les affres de la guerre. Et donc c'est finalement le seul vrai bain de Mars et Vénus que l'on connaisse avant la représentation de Fontainebleau. Ce sujet de Mars et Vénus était particulièrement important à Fontainebleau et dans l'Antiquité. Le ticket d'entrée, si je puis dire, de Rosso Fiorentino à la cour de France, c'était ce dessin que vous voyez sur la gauche avec Mars désarmé par les nymphes et s'apprêtant à rejoindre Vénus. Et rappelons-nous que ce Mars en train d'être désarmé auprès de Vénus était aussi une sculpture superbe que l'on trouvait dans les bains d'Agrippe à Rome. Donc ce bain de Mars et Vénus, là aussi thème parfaitement approprié au bain Bellifontain, il évoque avec cette figure de Vénus qui entre dans le bain de Mars d'autres décors contemporains de Primatis à Fontainebleau. Là c'est vraiment la grande phase très prolifique de Primatis ici, avec Alexandre et Thalestris montant dans le lit d'Alexandre le Grand. Vous voyez cette invitation à partager sa couche qui sonne comme un rappel de l'invitation à partager le bain que nous avons vu dans la pièce précédente. D'autres décors ont été redécouverts comme étant des décors probablement de plafond pour les bains de Fontainebleau, même s'il est aujourd'hui difficile de dire exactement dans quelle pièce. Et il y a cette représentation de Mars et Vénus accompagnée de l'amour très spectaculaire que vous voyez à l'écran. Et puis cette représentation de Jupiter en Diane et d'un amour avec cette cuisse qui est comme ça jetée au premier plan. Un autre dessin, enfin, a été attribué au bain de Fontainebleau, mais sans qu'on puisse exactement dire où. C'est une représentation, vous les avez reconnus, du cortège de Diane et d'Actéon, dont vous voyez qu'il est déjà en train de se transformer en cerf. Superbe représentation de la métamorphose. Quelque part, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la Daphné de Jamnitzer et du Bernin dans cet Apollon cet Actéon devenant cerf avec ses pieds. Regardez le détail des pieds qui sont en train de devenir des pieds de cerf devant ces superbes nymphes. Alors, l'époque où Primatis décore les bains de Fontainebleau est une période extraordinaire pour lui. Il revient tout juste de Rome, où il a été envoyé pour fondre les chefs-d'œuvre que vous avez auprès de vous dans cette salle, sauf celui qui est derrière moi, hein, ça c'est plus tardif. Mais tous ceux qui longent les murs de la galerie des cerfs, eh bien, c'est la sorte de découverte de Primatis avec la sculpture. Il est envoyé en 1540 par François Ier à Rome pour fondre les antiques du Vatican, puisque le roi de France voulait avoir, lui aussi, ses antiques à Fontainebleau. Il n'en avait pas, qu'à cela ne tienne, j'en aurais. Et il fait fondre donc par Primatis, qui va être assisté par Vignol, un autre Bolonais, les antiques du Vatican. Nous allons nous retrouver à Fontainebleau avec la Vénus de Cnide qui est ici, l'Apollon du Belvédère, le Laocoon, etc. Et à Rome, il aura l'occasion, évidemment, de découvrir, d'avoir le choc de la découverte de Michel-Ange dans ces années 1540. Il est en train de finir le Jugement dernier, la chapelle Sixtine est peinte, et les deux grandes traditions de l'esprit de Primatis vont se mêler dans ce décor des bains, celle de Giulio Romano, avec la façon d'occuper un décor, d'utiliser des lunettes, et puis ces figures qui sont comme en lévitation dans le ciel. Hein. On le voit si on compare avec ces figures-là, on voit bien l'ascendance de Giulio Romano, de la fin de la carrière de Giulio Romano, quand il travaille pour le Duomo de Vérone, etc. Et puis, les corps de Michel-Ange, ces corps contorsionnés, ces poses qui permettent de montrer des corps sous des angles un petit peu inédits, et ces prodigieux, ces monumentales figures qui semblent également tomber du ciel, voguer dans les airs, mais avec plus de solidité
d'une certaine manière, que les figures de Giulio. Donc on peut comparer les créations de Primatis pour l'appartement des Bains à celles qu'il fait pour la première période de la galerie d'Ulysse, notamment, où l'on retrouve ces corps musculeux, vous voyez, ces cuisses dans lesquelles le rehauts de blanc sur le dessin va marquer la lumière et marquer presque chaque tendon, chaque nerf. On sent véritablement la force des figures, quelque chose qui vient vraiment de Michel-Ange. Et puis ce plaisir qu'il a à représenter des figures dans les airs, qui lui vient à l'origine de Giulio Romano, mais qui ne peut que se développer sous Michel-Ange. Et puis, ce goût de la représentation du corps féminin, du corps parfait féminin, qui va être un leitmotiv de Primatis jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a qu'à comparer cette Vénus de Cnide que vous avez sous les yeux avec ses dessins pour Diane et ses nymphes pour l'appartement des Bains. Donc vous retrouvez vraiment exactement la même forme de corps. Vous retrouvez ces corps finalement assez élancés, mais girondes, avec ces seins ronds, fermes, haut placés sur le buste. Vraiment, ils sont très très comparables si on compare le dessin du Louvre que vous avez sur la droite et la Vénus de Cnide. Cet abdomen ferme, mais néanmoins avec quand même une petite rondeur, puisque c'est la féminité, c'est la capacité à pouvoir enfanter. Ces mains très délicates, très fines, et ces poses des jambes qui mettent en valeur vraiment la silhouette du corps. On voit bien qu'il y a un lien entre toutes ces figures féminines, et ce lien, c'est le rapport tactile, matériel qu'il a eu avec les sculptures antiques à Rome. Et puis, il est un autre décor à Fontainebleau qui évoque cette importance du corps féminin. C'est évidemment celui de la chambre de la duchesse d'Étampes, à l'étage du château, la chambre donc de la maîtresse de François Ier, Anne de Pisseleu. Et là aussi, vous retrouvez cette même forme de corps. Alors, ils ont été pas mal retouchés, mais cette même forme de corps, ces poses très gracieuses des mains, ces poitrines haut placées sur le buste, ces petites têtes très charmantes avec des petits mentons et des jolies coiffures ondulées. Ça, c'est vraiment finalement la nymphe de Fontainebleau vue par Primatis. Alors voilà, nous avons vu le décor finalement de ces premières pièces de l'appartement des Bains, de ces bains à proprement parler, mais ce qui faisait aussi la stupéfaction des visiteurs des Bains de Fontainebleau, c'est également la collection de peintures qui pouvait s'y trouver. Alors là aussi, c'est assez difficile parce que on sait à quel point la collection de peintures de Fontainebleau, grosso modo toute la première partie de la grande galerie du Louvre était ici. On ne sait pas exactement dans quelle pièce et où. On sait par exemple que la Visitation de Sebastiano del Piombo ou la Grande Sainte Famille de Raphaël était dans la chapelle Saint-Saturnin, l'un dans la chapelle haute, l'autre dans la chapelle basse. Et en suivant ce que nous racontent les visiteurs, Cassiano del Pozzo en 1625, le témoignage du Perdant en 1642, Göllnitz, Van Buchel, en suivant tous ces témoignages, on essaye de recoller les morceaux pour voir ce qui était où. Ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de tableaux étaient présentés dans l'appartement des Bains, dans des cadres de stuc faits à leur intention. Et donc, les tableaux sur bois étaient disposés, vraiment encastrés, dans les murs de l'appartement des Bains. Donc, c'était absolument spectaculaire. On y trouvait les œuvres les plus célèbres de Léonard, la Vierge au Rocher, le Saint Jean-Baptiste ou Bacchus. On trouvait également, et ça les témoignages concordent, on en est sûr, la Grande Charité d'Andrea del Sarto, peinte pour François Ier en 1518, le dit portrait de Gaston de Foix de Savoldo, qui se trouvait en dessus de porte dans l'appartement des Bains. Mais on trouvait également une ou plusieurs Lédas. Alors là aussi, les scientifiques, les universitaires, les opinions divergent. S'agissait-il de la Léda de Léonard, donc Léda avec le cygne, autre métamorphose d'Ovide, autre métamorphose de Jupiter pour séduire une nymphe? S'agissait-il de celle de Léonard? S'agissait-il de celle de Michel-Ange? On sait que les deux étaient à Fontainebleau, et Philippe Morel a rappelé hier la place que cette Léda de Michel-Ange avait à Fontainebleau et jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et on sait par ailleurs que Rosso avait lui-même fait une copie de la Léda et qu'il avait conçu le cadre pour la Léda de Michel-Ange lorsqu'elle arrive en France. Donc, il est fort possible qu'il s'agisse de la Léda de Michel-Ange. On trouvait aussi une Judith du Rosso, et la seule chose qui nous en reste, c'est cette gravure. Et on ne peut qu'imaginer, peut-être n'est-elle pas perdue, peut-être un jour va-t-on la trouver dans un grenier à Compiègne, comme ça arrive sur le marché de l'art, parce que ce tableau qui avait l'air absolument spectaculaire de la Judith de Rosso, qui se trouvait également en dessus de porte dans l'appartement des Bains. Et puis, on trouvait nul autre que la Joconde. La Joconde de Léonard de Vinci est décrite par le Perdant à Fontainebleau. Alors, Laure Fagnard pense qu'elle était plutôt
encadré dans la chambre du roi. Ce n'est pas quelque chose auquel j'adhère parce que le décor de la chambre du roi a été extrêmement prolifique avec des stucs et des peintures à fresques extrêmement imposantes. Donc il y a plutôt fort à penser qu'elle était également dans l'appartement des bains, mais il faut imaginer ce que c'était que d'avoir la Joconde à Fontainebleau. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être, d'ailleurs, en tant que conservateur des peintures au château de Fontainebleau et voyant le directeur du patrimoine et des collections dans la salle, de faire une demande de dépôt au musée du Louvre pour récupérer définitivement la Joconde à Fontainebleau, finalement, where she belongs. D'autres chefs-d'œuvre de Raphaël, la Sainte Marguerite, faite avec Giulio Romano, et puis le Grand Saint-Michel. Et sous le règne d'Henri IV, eh bien, on fait faire des copies. Henri IV mène des travaux dans l'appartement des Bains. Et il fait réaliser des copies de ces grandes œuvres de la Renaissance, de la Vice-Reine de Naples, de la Joconde. Alors, la Joconde, qui est aujourd'hui au château du Clos-Lucé, a été considérée par certains experts comme étant la copie qui se trouvait dans les Bains. Donc, premier apôtre de la conservation préventive, Henri IV retire les peintures des Bains de Fontainebleau pour les placer dans un cabinet des peintures situé au 2e étage de l'aile de l'escalier en fer à cheval, à l'emplacement en fait des appartements des dames d'honneur de Catherine de Médicis. Donc voilà pour le décor de ces bains. Et puis brièvement, parce que je vois des yeux menaçants se poser sur les miens, eh bien, brièvement, l'usage de ces bains et ce qu'ils racontent sur l'histoire, finalement une forme d'histoire de la cour, une histoire sociale, et finalement le succès qu'ils auront, les suites qu'auront ces bains de Fontainebleau. Tout d'abord, lorsqu'on lit les témoignages de ceux qui viennent à la cour, eh bien, il y a une forme de bonhomie dans les descriptions de ce qui se passe dans les bains. Donc Carlo Sacrati, ambassadeur du duc de Ferrare, donc je vais vous traduire ce passage d'une lettre qu'il écrit au duc de Ferrare. Voilà, le jour où Sa Majesté est arrivée à Fontainebleau, eh bien le soir, Madame Marguerite, Madame d'Étampes et Madame di Rotolino, la marquise de Rochelin, et 2 autres dames étaient dans le bain. Et Sa Majesté, avec le connétable, le révérendissime Monseigneur di Lorena, le cardinal de Lorraine, et notre révérendissime Nostro Monsignor, le cardinal de Ferrare, eh bien, nous étions là et nous les avons trouvées toutes nues et elles ont passé un grand moment à plaisanter. Donc il faut imaginer quand même 2 cardinaux, le connétable, le roi de France, qui visite les bains cet espace de François Ier et qui trouve la maîtresse du roi, la sœur du roi, une marquise très importante de la cour, Jacqueline de Rohan, et 2 autres dames toutes nues en train de plaisanter dans les bains, et tout ça ne choque personne. Tout ça est très bien. Donc c'est aussi une façon de voir la vie à la cour de France qui est très intéressante. Vous voyez ici Marguerite, la sœur de François Ier, et la fameuse marquise de Rochelin. Donc, c'est cette image, cette fois, de la vraie dame au bain, la nymphe de Fontainebleau, qui fait corps avec son mythe et qui est installée dans les bains de François Ier. Ça, c'est une image assez amusante. Alors, on le sait, on se souvient d'une anecdote rappelée par un autre ambassadeur. Eh bien, lorsque François Ier se promène dans la galerie François Ier, où pendant un moment, les bronzes de Primatis sont installés, il se trouve devant la Vénus de Cnide que vous avez à côté de vous. Il est au bras de la duchesse d'Étampes et il lui fait ce compliment, disant « Ah, madame, cette Vénus est belle et parfaitement faite, tout comme vous ». Les hommes de ce temps-là savaient quand même faire de jolis compliments. Et donc, il y a cette sorte de lien qui est fait entre la sculpture, l'art, et puis l'antique, et la femme réelle. Et finalement, dans ce thème qui va être fondamental pendant toute la seconde moitié du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, de la dame au bain, eh bien, c'est finalement le souvenir de ces femmes nues dans les bains de Fontainebleau que l'on retrouve. Alors l'histoire, elle commence avec la Joconde nue de Léonard, qui a fait l'objet d'une très belle exposition en 2019. Et cette Joconde nue, cette femme représentée nue, accoudée presque au bord de sa baignoire, eh bien, elle va donner naissance à ce thème de la dame au bain que l'on retrouve sans cesse dans les arts et que l'on retrouve jusqu'ici dans la galerie des Fastes du château de Fontainebleau avec les dames au bain. François Clouet, ici, qui peint celle qu'on a voulu identifier d'ailleurs avec Marie Touchet, la maîtresse de Charles IX. Et il y a aussi ce goût dans l'idée des dames au bain de toujours identifier la dame dans sa baignoire à une maîtresse royale. Donc à chaque fois, le mythe de cette femme au bain rejoint la vraie femme, la vraie maîtresse royale dans son bain, tel qu'avaient pu la voir les ambassadeurs. Ici, petit clin d'œil sur la dame au bain de Chantilly, au fond de laquelle on voit une cheminée, et les ornements de cette cheminée sont en fait très proches de ceux de la cheminée d'Éléonore d'Autriche au château de Fontainebleau, que les ambassadeurs, malheureusement, eux, ils n'ont pas vu Éléonore d'Autriche au bain. D'autres tableaux
des dames au bain, jusqu'à arriver à ceux qui sont les plus célèbres, qui sont censés représenter Gabrielle d'Estrées, maîtresse d'Henri IV, à l'époque où Henri IV restaure les bains de Fontainebleau et donc redonne à cette idée du bain et de la toilette une sorte de nouvel éclat. Donc dans ces figures de dames au bain, dont on connaît beaucoup de versions, beaucoup de copies, dont une est conservée au château de Fontainebleau et qui montre à quel point cette idée des bains est importante. Et puis finalement, fin de cette histoire, en 1697, Louis XIV va détruire les bains de Fontainebleau pour créer des appartements pour loger des membres de sa cour. Et pourtant, 10 ans auparavant, un petit peu moins de 10 ans auparavant, au château de Versailles, eh bien, il fait créer un spectaculaire appartement des bains, ou sous-appartement du roi. Avec quel type d'architecture ? 7 pièces en enfilade. Qu'est-ce que l'on trouvait dedans ? Des décors de peinture entourés de cadres stuqués. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans d'autres pièces ? Des peintures, des sculptures, des collections royales. Et les dames au bain, vous le voyez, elles peuvent même aller jusqu'au règne de Louis XIV pour montrer ainsi finalement, voilà, la différence amusante entre ce tableau qui date des années 1600 et celui-ci 60 ans plus tard, avec des dames au bain coiffées à la mode Louis XIV, montrant donc la pérennité de ce mythe de la dame au bain, de la maîtresse royale au bain, même sous le règne de Louis XIV, et à qui sera dévolu l'appartement des bains en 1684, à la marquise de Montespan. Il n'y a pas de hasard. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je peux prendre l'autre. Il est toujours allumé. Où a-t-on retrouvé les décors des appartements de bain ? Pardon ? Où a-t-on retrouvé les décors ils restaient dans les appartements qui ont Non, été les décors de l'appartement des bains ont complètement disparu. Oui, on sait par des plans, par des témoignages d'ambassadeurs, qu'il y avait à cet emplacement un appartement des bains et on a retrouvé des dessins sur lesquels il y a des mentions. Mais il reste malheureusement plus rien du tout. D'accord. Très bien, merci. Oui, merci pour ce brillant exposé, ceci dit. Je voulais vous demander si on pouvait voir les dessins à certains moments. Est-ce qu'ils sont exposés ou... Alors, les dessins, ils sont exposés lors d'expositions. Donc, ils ont été présentés pour la plupart en 2004 à la grande exposition primatis du musée du Louvre. Et puis, peut-être un jour, ici, ferons-nous une exposition, quelque chose autour de ces thèmes-là. Et donc, vous aurez l'occasion de venir les voir. Merci. Oui, sur Internet, on trouve des gravures beaucoup plus coquines que ce que vous nous avez montré là. Avec, par exemple, une nymphe enlevée par des satyres qui est très, très érotique. Alors, il y a quelques décors qui ont un temps été attribués au bain, notamment, c'est peut-être celui auquel vous faites allusion, la nymphe mutilant un satyre. Celle-ci, c'est vrai qu'elle est sacrément olé olé. Aujourd'hui, on ne considère plus que c'est une composition pour les bains de Fontainebleau, mais dans la mythologie Bellifontaine, on trouve des choses bien plus chaudes que les dessins que je vous ai montrés. N'y voyez pas une pruderie de ma part, mais dans les bains, c'était sans doute un peu moins olé olé que, par exemple, dans le cabinet de la Galerie François Ier, où vous aviez l'union de Jupiter et Sémélé, qui là était une scène d'un érotisme absolument, absolument fou. Merci beaucoup de votre attention et puis profitez bien de cette dernière journée de festival à Fontainebleau.